Une île sans adresse, des cocktails servis comme si le temps n'avait plus de prise, et un milliardaire qui demande seulement à ses invités de se détendre. Au début de Blink Twice, rien n'a l'air plus désirable que cette promesse. Frida, elle, a déjà passé assez de soirées à regarder les riches s'amuser depuis le bord de la salle. Alors, quand Slater King lui ouvre enfin la porte de son monde, elle ne voit pas une menace. Elle voit la vie qu'elle voudrait pouvoir toucher, ne serait-ce qu'une semaine. Le piège du film tient dans cette envie très simple. On comprend Frida avant même de la juger. Elle n'arrive pas à une réception de luxe avec l'idée de tromper quelqu'un ou de voler une place. Elle travaille. Elle porte une tenue imposée, elle sert des verres, elle sourit à des gens dont les noms circulent partout alors que le sien n'intéresse personne. Sa meilleure amie Jess travaille avec elle. Entre deux gestes professionnels et les petites humiliations ordinaires du service, elles observent un univers qui n'a pas besoin d'elles, sauf pour que la fête soit parfaite. Zoé Kravitz installe cette situation sans la traiter comme une simple introduction sociale. Frida et Jess ne sont pas pauvres au sens abstrait du terme, ni réduites à une morale sur les classes. Elles savent se débrouiller, elles ont de l'humour, elles connaissent les codes du monde qu'elles servent. Mais elles sont toujours du côté de la porte où l'on demande une autorisation. La différence est importante. Frida ne rêve pas uniquement d'argent. Elle rêve d'être regardée autrement, d'exister au centre de l'image, au lieu de rester dans son arrière-plan. Ce soir-là, toute la réception est organisée autour de Slater King. Sa présence remplit l'espace avant même qu'il ne parle. C'est une figure de la tech, un homme célèbre, riche, séduisant, dont la réputation a été abîmée par un scandale. Il se montre désormais comme quelqu'un qui a fait son examen de conscience. Il parle de responsabilité, de changement, de repos. Le film ne nous demande pas de croire à sa rédemption, mais il montre pourquoi un tel récit peut fonctionner. Une excuse publique, quand elle est prononcée par quelqu'un qui a les moyens de la mettre en scène, possède un décor, des images, une équipe et une musique. Elle peut vite devenir une nouvelle marque. Frida connaît ce récit. Elle sait que Slater a été mis à l'écart, qu'il revient doucement dans le paysage. Pourtant, lorsqu'elle le voit de près, la distance entre la rumeur et le visage réel se réduit. Channing Tatum joue cette première rencontre avec une chaleur étudiée. Slater paraît attentif sans avoir l'air insistant. Il donne à Frida l'impression qu'elle a été remarquée pour ce qu'elle est, pas seulement parce qu'elle passe près de lui avec un plateau. C'est précisément ce qui rend le moment dangereux. La séduction ne commence pas par une menace. Elle commence par la sensation rare d'être enfin choisie. Frida et Jess ont préparé leur coup avec une audace presque enfantine. Une fois leur service terminé, elles reviennent dans des robes empruntées, coiffées et maquillées pour se fondre parmi les invités. Ce geste pourrait être celui d'une comédie. Deux amies décident de s'offrir une soirée dont elles ont été exclues. Ils gardent d'ailleurs longtemps cette légèreté. Jess plaisante, Frida s'applique, et le film laisse respirer la possibilité que leur chance soit réelle. Rien n'est encore clairement faux. Elles ont seulement franchi une frontière invisible, celle qui sépare les personnes admises dans l'histoire de celles qui ont normalement disparu quand le travail se termine. Slater reconnaît Frida. Il la rejoint, se souvient d'elle, et ce détail agit avec une puissance démesurée. Pour lui, c'est peut-être une attention simple. Pour elle, c'est la preuve que la soirée n'est pas un accident. Il l'invite à venir le lendemain sur son île privée, avec Jess. Ce serait une parenthèse loin des appareils, des journalistes et du bruit qui a entouré son scandale. Une escapade avec quelques proches, des femmes rencontrées durant la soirée, et tout ce qu'il faut pour que personne n'ait à penser à son quotidien. Le film appuie peu sur la décision. Frida n'a pas besoin d'un long monologue pour accepter. Qui refuserait facilement une invitation aussi précise, aussi spectaculaire, venant d'un homme que le monde entier semble connaître? Jess hésite un peu plus, garde une distance amusée, mais l'aventure a déjà commencé. Dans leur chambre, elles préparent les bagages avec la fébrilité de celles qui savent qu'elles vont entrer dans un décor normalement inaccessible. La rapidité même de cette invitation crée un vertige. Quelques heures plus tôt, elles étaient invisibles.
Les voilà sur le point de monter dans un avion privé. Dans Blink Twice, le luxe n'est jamais présenté comme une récompense neutre. Il est une méthode. Dès le trajet, les choses sont pensées pour rendre les invités disponibles. Pas de logistique à gérer, pas de facture à payer, pas de signal téléphonique à chercher, pas de raison de partir. On les transporte, on les prend en charge, on anticipe leurs désirs. L'autonomie ne disparaît pas d'un coup. Elle s'efface sous une succession de facilités. L'île apparaît comme une image presque trop nette. La mer est calme, les arbres sont verts, la villa mélange les espaces ouverts, les terrasses et des pièces qui semblent construites pour accueillir une publicité de parfum. Slater accueille Frida et Jess avec une décontraction parfaite. Il veut qu'elles se sentent chez elles. Ses hommes les attendent déjà. Tom, Vic et Cody, compagnons de fête, figures de pouvoir moins célèbres, mais tout aussi installés dans l'orbite de Slater. Ils plaisantent, boivent, se connaissent depuis longtemps. On croise également Rich, le thérapeute de Slater, présence rassurante en apparence, puisqu'un homme qui se dit engagé dans la guérison a forcément besoin d'un guide spirituel. Les autres invités complètent cette carte postale. Sarah attire l'attention de Frida parce qu'elle est belle, posée et visiblement familière avec ce milieu. Camilla et Heather semblent prêtes à profiter de chaque minute. Stacy, l'assistante de Slater, est là pour résoudre les détails avant même qu'ils ne deviennent des problèmes. Chaque personnage semble avoir une place précise, sauf Frida et Jess. Elles arrivent comme des nouveautés. Elles ne savent pas encore quelles règles sont tacites, ni à quel moment une plaisanterie cesse d'en être une. Une règle est annoncée presque immédiatement. Les téléphones ne font pas partie du séjour. On les remet, on les laisse derrière soi, on accepte ce geste comme on accepterait une contrainte de vacances. À la surface, l'idée paraît séduisante. Plus de notifications, plus de photos forcées, plus de monde extérieur. Mais l'objet confisqué n'est pas seulement un écran. C'est une horloge, une archive, une carte, une preuve, un moyen d'appeler, un moyen de dire à quelqu'un où l'on se trouve. Le film plante cet élément sans souligner chaque conséquence. Il compte sur le spectateur pour sentir qu'une île devient très différente quand personne ne peut sortir une trace de sa poche. Frida, elle, n'est pas encore inquiète. Elle est fascinée par Slater, et cette fascination passe par des détails très concrets. Il sait préparer un repas, il se montre vulnérable quand il parle de ce qu'il prétend avoir traversé, il laisse croire que son charme ne lui coûte aucun effort. Le rôle demande à Channing Tatum une bascule lente. Pendant une grande partie du film, sa douceur est crédible parce qu'elle n'est jamais jouée comme une caricature. Il sourit, il écoute, il offre un espace où Frida peut se sentir spéciale. La question n'est donc pas « Pourquoi lui ferait-elle confiance ?» La question devient plutôt « Combien de signes faudrait-il pour que cette confiance commence enfin à se fissurer ?» La première journée se prolonge dans un rythme qui rend tout flou. On mange, on boit, on danse, on rit. La musique arrive souvent avant les mots et les journées très ensoleillées se fondent dans des nuits chargées. Kravitz traite cette abondance avec une sensation légèrement dérangeante. Rien ne manque. C'est justement le problème. Lorsqu'un environnement répond à toutes les envies avant qu'elles soient exprimées, il devient difficile de savoir ce que l'on désirait réellement. Les hommes de Slater sont particulièrement intéressants parce qu'aucun ne porte, au départ, l'étiquette visible du danger. Tom paraît lourd, impatient, parfois embarrassant. Vic possède le style du type qui s'imagine drôle parce qu'il est habitué à ce que les autres rient. Cody a une énergie plus désordonnée, plus adolescente. Rich parle comme une personne qui a toujours un conseil à offrir. Individuellement, chacun peut être rangé dans une catégorie familière. Ensemble, ils forment un système. Leur confort est identique, leur silence aussi. Le film ne révèle pas immédiatement ce qu'ils taisent, mais il observe déjà la facilité avec laquelle ils occupent le centre de la pièce. Chez les femmes, la dynamique est moins simple qu'une solidarité instantanée. Sarah regarde Frida avec une froideur qui ressemble à de la jalousie. Il y a quelque chose de douloureusement réaliste dans ce malaise. Slater donne à Frida une attention inhabituelle,
et cela réorganise la place de chacune. Frida, qui était la nouvelle venue, devient soudain celle que l'homme le plus puissant de l'île a choisi de regarder. Le film ne condamne pas Sarah. Il montre un réflexe que le pouvoir peut produire. Quand une ressource rare est distribuée par un homme, les femmes sont poussées à se voir comme des rivales plutôt que comme des alliés. Jess, elle, reste le repère de Frida. Sa manière de plaisanter n'est pas seulement là pour détendre le récit. Elle nomme ce que Frida préfère ne pas regarder. Le séjour est trop facile. Les personnages masculins sont trop sûrs d'eux. L'absence de téléphone est trop pratique. Jess n'accuse personne. Elle garde simplement ses antennes ouvertes. C'est une qualité essentielle dans un thriller. Elle ne possède pas encore toutes les réponses, mais elle refuse de confondre l'étrangeté avec une simple bizarrerie de riche. Dans le jardin, Frida remarque une femme qui travaille à l'écart. Elle ne comprend pas vraiment l'anglais, semble isolée du reste du personnel et répète 2 mots, lapin rouge. La scène est brève, presque absurde. Dans un autre film, elle pourrait n'être qu'un détail exotique perdu dans le décor. Ici, elle agit comme un caillou dans une chaussure. Frida ne sait pas quoi en faire. Le spectateur non plus. Pourtant, ces 2 mots reviendront avec la précision d'un souvenir que l'on essaie de repousser. Il y a aussi les serpents. Ils vivent sur l'île, on les croise de loin, on les traite d'abord comme un élément de nature sauvage autour de la villa. Les personnages les mentionnent sans panique réelle. Mais la caméra les regarde autrement. Un serpent n'est pas encore une explication. C'est une présence. Il passe près des allées impeccables. Il se glisse là où l'on ne regarde pas. Il rappelle que même au cœur d'un paradis entretenu, quelque chose peut échapper aux règles du propriétaire. Le titre, Blink Twice, commence alors à prendre une forme étrange. Cligner des yeux est le réflexe le plus banal qui soit. C'est un geste qu'on ne décide même pas de faire. Pourtant, dans la logique du film, un battement de paupières peut suffire à perdre un détail, à laisser une image hors champ, à oublier l'instant où la réalité s'est déplacée. Frida cherche encore à profiter de chaque moment. Elle ne mesure pas que le séjour avance justement parce qu'elle ne peut plus compter les jours. Le premier vrai malaise ne vient pas d'une révélation spectaculaire. Il vient des coupures. Frida se réveille avec une impression de lendemain sans souvenir précis. On lui parle d'une fête qu'elle peine à reconstruire. Elle découvre sur son corps de petites marques dont elle ne se rappelle pas l'origine. Autour d'elle, les autres ont l'air de trouver cela normal. Une soirée trop arrosée, une chute, une danse trop longue, une piqûre d'insecte. Il existe toujours une explication prête à l'emploi quand tout le monde a intérêt à ce que vous ne posiez pas la bonne question. Cette manière de créer le doute est l'une des forces les plus inconfortables du film. Frida n'est pas enfermée dans une cave. Elle n'est pas attachée. Elle n'est pas poursuivie par une silhouette dans les bois. Elle est entourée de fleurs, de nourriture, de gens souriants. Son prisonnier n'est pas un mur. C'est un récit collectif. Nous passons tous un excellent moment, donc ton souvenir incomplet ne signifie rien. Le parfum offert chaque matin aux invités est un autre détail que le film laisse d'abord vivre comme un objet de luxe. Le flacon est joli, l'odeur est légère, le geste paraît intime. Les femmes s'en aspergent presque machinalement. Frida ne voit pas encore qu'un parfum peut devenir une signature chimique, quelque chose qui se dépose sur la peau, pour modifier plus que l'humeur. Kravitz filme ses petites routines avec une douceur trompeuse. Le danger n'est pas placé derrière une porte interdite. Il est dans le rituel le plus élégant du séjour. À mesure que les journées se répètent, les conversations produisent une sensation de déjà-vu. On raconte les mêmes anecdotes, on remet les mêmes chansons, on se réveille avec la même lumière. Le montage n'annonce jamais clairement que le temps est cassé. Il préfère nous laisser partager la confusion de Frida. Combien de jours se sont écoulés? Pourquoi personne ne semble avoir besoin de rentrer? Comment Jess peut-elle être là un moment, puis absente de la table suivante sans que les autres s'en préoccupent? Frida commence par douter d'elle-même. C'est le réflexe que Lil encourage. Elle se demande si elle est fatiguée, trop jalouse, trop nerveuse. Elle hésite à gâcher une chance qui paraît irréelle. Ce conflit intérieur donne son poids à Naomi Ackie. Son interprétation ne transforme pas Frida en détective invincible.
Elle la montre attentive, attirée, gênée, parfois contrariée contre elle-même. Plus Frida sent que quelque chose cloche, plus elle a peur de paraître ingrate envers l'homme qui lui a offert le séjour dont elle rêvait. Slater, lui, sait exactement comment se tenir dans cet espace de doute. Il ne force pas une réponse. Il n'a pas besoin de la dominer ouvertement. Il offre un sourire, une activité, un autre verre, un instant d'intimité, et la question est repoussée. Voilà pourquoi le film est plus troublant qu'un simple récit de maison hantée. La manipulation la plus efficace ne consiste pas toujours à ordonner. Elle consiste à faire en sorte que la victime choisisse elle-même de remettre sa lucidité à plus tard. Un moment particulièrement révélateur arrive lorsque Frida cherche Jess avec plus d'insistance. L'absence de son ami n'est plus un vague sentiment, elle devient un trou dans le décor. Personne n'oppose une explication solide. Les gens répondent avec une légèreté qui devrait être impossible. Il est difficile de décrire cette réaction sans dévoiler trop vite ce que le film prépare. Mais c'est ici que la fête cesse définitivement d'être une promesse. Elle devient une mécanique, et Frida comprend qu'une mécanique peut continuer à fonctionner même lorsqu'une personne manque. Le serpent finit par se rapprocher. Jess est mordue. L'événement devrait mettre fin à l'insouciance, puisque la morsure impose une urgence très simple. Trouver de l'aide, surveiller la personne blessée, sortir du danger. Or l'île absorbe cet incident comme elle absorbe le reste. Après cela, Jess disparaît. Pas de départ clair, pas d'au revoir, pas de téléphone, pas de traces. Frida cherche, questionne, se heurte à des visages qui parlent comme si son amie n'avait jamais eu l'importance qu'elle lui accorde. Le film nous place alors devant une idée glaçante. L'oubli peut être collectif. Frida sait qu'il manque quelque chose, mais le monde autour d'elle refuse de lui renvoyer l'image de cette absence. Pour qu'une personne devienne introuvable, il ne suffit pas qu'elle disparaisse. Il faut aussi que tous ceux qui pourraient confirmer son existence agissent comme si elle n'avait jamais été là. Dans ce premier mouvement, Blink Twice joue avec les codes de la satire du luxe et du thriller psychologique. L'île est belle, les gens sont beaux, la promesse de liberté semble intacte. Mais chaque privilège offert à Frida possède déjà son revers. L'avion l'a éloignée des autres. Le téléphone retiré l'a privé de preuves. Le parfum a remplacé sa mémoire par un voile doux. La fête a transformé le temps en brouillard. Et la fascination pour Slater lui a appris à regarder le malaise comme le prix naturel d'une invitation exceptionnelle. La grande réussite de cette mise en place, c'est qu'elle ne demande pas au spectateur de se croire plus intelligent que Frida. On aimerait penser que l'on partirait au premier signe étrange. Mais quel signe, exactement? Une invitation trop généreuse? Des hommes un peu lourds? Une journée mal mémorisée après une fête? Une amie temporairement introuvable dans une grande propriété? Pris séparément, ces éléments peuvent être minimisés. C'est leur accumulation qui dessine l'abîme, et l'île est construite pour empêcher Frida de les additionner. Quand elle voit de nouveau la femme du personnel, et entend encore la formule lapin rouge, Frida est trop désorientée pour comprendre qu'on tente peut-être de lui transmettre une information. La femme lui tend une boisson verte, associée au venin du serpent. Frida la considère d'abord comme une curiosité de l'île, un liquide de plus dans un séjour saturé de cocktails. Pourtant, ce geste est le premier qui ne cherche pas à la faire oublier. Il cherche au contraire à rouvrir quelque chose. Et c'est là que le film change de respiration. Jusqu'ici, Frida nage dans une question. Est-ce que le problème existe vraiment, ou est-ce qu'elle perd pied? Le venin ne lui apporte pas immédiatement une solution. Il détruit l'alibi le plus confortable, celui qui lui permettait de croire qu'elle imaginait tout. À partir de cet instant, le paradis ne va plus se fissurer. Il va révéler qu'il a été bâti sur la capacité des autres à oublier. Le liquide agit comme une violence contre le brouillard. Frida ne reçoit pas une vision claire et ordonnée. Elle est traversée par des fragments. Un geste brusque, une lumière nocturne, de la terre sur une peau, la présence des hommes qu'elle voyait quelques minutes plus tôt autour de la piscine. Le film évite de transformer ses souvenirs en spectacle. Il insiste sur leur retour désordonné, sur la façon dont le corps semble savoir avant que l'esprit puisse formuler.
Ce qui remonte n'est pas seulement une série d'images. C'est l'évidence que son amnésie n'a jamais été un accident de fait. La découverte la plus terrible ne concerne pas seulement Frida. Elle concerne la méthode. Dans une cabane, elle trouve des sacs cadeaux identiques à ceux qui ont accueilli les femmes. L'objet était censé dire « Vous êtes désiré, vous méritez ce séjour, quelqu'un a pensé à vous ». Désormais, il change de sens. Le cadeau est un protocole. Les flacons de parfum ne sont pas de simples produits de beauté. Ils contiennent une substance issue d'une fleur de lys, et leur odeur sert à effacer les souvenirs des femmes après les violences qu'elles subissent durant la nuit. L'idée est volontairement monstrueuse, mais le film lui donne une forme presque administrative. Tout est rangé, emballé, distribué. On retrouve l'efficacité glacée des grands systèmes de pouvoir. Une routine, des accessoires, des employés qui savent quoi faire, des hommes qui se protègent les uns les autres. Slater n'est plus seulement un individu inquiétant qui abuse d'une occasion. Son île fonctionne comme une entreprise secrète dont la marchandise la plus importante est l'absence de conséquences. Le serpent et le parfum forment alors un couple symbolique précis. D'un côté, la fleur efface, elle adoucit, elle efface les angles, elle rend l'horreur impossible à raconter. De l'autre, le venin réveille. Il est douloureux, imprévisible, naturel, et il restitue ce qui a été pris. Le film inverse ainsi l'opposition habituelle entre poison et remède. Sur cette île, la substance parfumée est le poison social, tandis que le venin, pourtant inquiétant, devient la seule chose capable de rendre la mémoire à celle qu'on voulait réduire au silence. Frida comprend enfin pourquoi Jess avait senti le danger avant elle. Sa meilleure amie avait vu les trous dans leur journée, avait entendu les réponses trop vagues, avait voulu partir. Jess a été mordue par le serpent. Son corps a donc reçu l'antidote sans que personne ne l'ait choisi. Lorsque les hommes ont utilisé le parfum pour la replonger dans l'oubli, cela n'a pas fonctionné comme d'habitude. Elle a commencé à se souvenir. À partir de là, elle n'était plus une invitée dont on pouvait manipuler le récit. Elle devenait un risque. Cette vérité arrive avec une cruauté supplémentaire pour Frida. Elle se rappelle que Jess lui avait demandé de partir. Elle se rappelle aussi qu'elle avait résisté. Pas parce qu'elle voulait abandonner son ami, mais parce qu'elle voulait croire que Slater l'avait vraiment choisi. Le film ne transforme pas cette erreur en accusation contre Frida. Il nous montre une blessure plus compliquée. Quand on a vécu toute sa vie sans être regardé, l'attention d'une personne puissante peut devenir une drogue. L'illusion de compter pour lui a été plus forte, un instant, que l'inquiétude de Jess. Ce souvenir ne fait pas de Frida une coupable. Il rend son deuil plus douloureux. Les mécanismes de contrôle les plus efficaces s'appuient souvent sur un désir légitime. Slater ne crée pas de toute pièce l'envie de Frida d'être admirée, riche ou libre. Il la repère, l'amplifie et l'utilise. C'est ce qui distingue le récit du simple avertissement moral. On ne sort pas de Blink Twice avec l'idée confortable que les victimes auraient dû mieux choisir. On voit comment une invitation peut être fabriquée pour rendre un mauvais choix presque impossible à identifier au moment où il est fait. Frida doit maintenant convaincre quelqu'un. Sarah est la première personne vers qui elle se tourne, mais leur alliance ne naît pas facilement. Jusqu'ici, Sarah était celle qui semblait regarder Frida comme une intruse. Elle avait le visage de la femme qui connaît déjà les règles de ce cercle et qui refuse de céder sa place. Lorsque Frida lui parle de Jess, Sarah ne peut même pas se rappeler son prénom. L'effacement est si complet que la preuve la plus intime, une amitié, ne suffit plus à construire un accord. Un petit objet fait basculer cette résistance, le briquet de Jess. Sarah le retrouve, lit son nom, et le tient comme une anomalie que son cerveau refuse d'intégrer. La mémoire ne revient pas encore, mais la logique s'écroule. Si Jess n'a jamais existé, pourquoi ce briquet est-il là? La force de cette scène tient à sa modestie. Dans un récit de complot, on attend souvent un document, un enregistrement, une confession. Ici, il suffit d'un objet personnel. Une personne disparue réapparaît d'abord à travers la chose qu'elle a touchée. Sarah accepte alors d'écouter. Elle boit le venin. Les images remontent à son tour, et avec elles la vérité sur les nuits de l'île. Les femmes ont été utilisées,
agressée, puis rendue incapable de se souvenir de ce qui leur avait été fait. Le lendemain, elle se réveillait dans un décor immobile, prête à reprendre le rôle de vacancières heureuses. La violence ne se contentait pas de leur faire du mal. Elle les privait de la continuité nécessaire pour nommer ce mal, s'entraider et s'échapper. Kravitz traite cette révélation avec une retenue importante. Elle ne cherche pas à détailler l'agression pour prouver sa gravité. Le vrai choc vient de l'architecture du crime. Les hommes ont conçu un lieu où ils peuvent agir la nuit et récolter le lendemain une absence de mémoire. Ils ont trouvé un moyen de séparer la douleur de son témoignage. Dans cette logique, le mensonge n'est plus une phrase prononcée à quelqu'un. C'est un monde entier organisé pour que la personne blessée ne possède plus les mots, ni même les souvenirs, qui lui permettraient de le contester. La présence de Rich prend alors un sens plus sinistre. Le thérapeute, qui aurait dû incarner une forme de conscience ou de soin, appartient au mécanisme. Son statut ne nettoie rien. Il donne au contraire une façade savante à ce que Slater appelle sa transformation. Le film pointe ici un phénomène moins spectaculaire, mais très concret. Le langage du bien-être, de l'introspection et de la guérison peut servir de décor à la domination lorsqu'il n'est pas accompagné de responsabilité. Dire que l'on travaille sur soi ne signifie rien si les personnes blessées n'ont jamais le droit de raconter ce qui leur est arrivé. Sarah et Frida n'ont pas le luxe d'un long débat. Elles comprennent que Camilla et Heather doivent retrouver leur mémoire, elles aussi. Mais il faut agir sans alerter les hommes. Le plan a quelque chose de tragiquement quotidien. Mélanger le venin à la tequila, proposer des verres, attendre que chacune avale une vérité qu'elle n'a pas demandé à recevoir. En quelques minutes, l'amitié forcée de Lyle se transforme en opération clandestine. Les femmes qui se disputaient un regard de Slater doivent désormais se faire confiance avec leur survie. Ce rapprochement est l'un des gestes les plus forts de Blink Twice. Sarah n'est pas soudainement réécrite comme une amie parfaite. Frida ne devient pas une héroïne solitaire qui délivre les autres. Elle se découvre à partir de ce qui leur a été caché. La rivalité s'effondre dès que le dispositif de pouvoir est visible. Tant que Slater décidait qui était désirable, intéressante, choisie, les femmes pouvaient être placées en concurrence. Dès qu'elles comprennent la nature du piège, cette hiérarchie perd toute valeur. Pendant ce temps, Frida cherche les téléphones. Elle croit encore qu'un appareil pourrait résoudre une partie du problème, appeler le continent, offrir une localisation, garder une trace. Elle entre dans l'espace de Slater et tombe sur une accumulation beaucoup plus inquiétante. Des photographies, des traces d'autres séjours, des preuves visuelles d'un rituel répété. Les images ne montrent pas une soirée isolée qui aurait dégénéré. Elles révèlent une habitude. Les sacs rouges apparaissent encore. Ils ne sont pas destinés uniquement aux femmes. Les hommes repartent eux aussi avec le parfum, comme si Lyle leur fournissait un kit de continuité. Le système ne se limite donc pas à cette propriété. Il se prolonge dans les vies extérieures, derrière les postes prestigieux, les contrats, les discours publics. Le film ne développe pas chaque conséquence possible, mais cette image suffit à donner au récit une dimension plus vaste. Slater n'est pas le seul homme dangereux. Il est celui qui possède l'argent, le lieu et la technologie sociale nécessaires pour rendre la complicité facile. Puis Frida trouve la photographie qui relie tout à elle-même. On y voit une version d'elle qu'elle ne reconnaît pas immédiatement. Les cheveux plus longs, les ongles décorés de petits lapins rouges. Elle a déjà été sur cette île. Pas dans un rêve, pas par confusion. Elle y était 1 an plus tôt. Les mots répétés par la femme du personnel cessent alors d'être un énigme. Lapin rouge était une façon de lui dire « Je te reconnais. Tu étais ici. On t'a déjà fait oublier. » Cette révélation apporte une torsion terrible au début du film. Frida n'a pas été invitée pour la première fois par hasard. Le regard de Slater lors du gala, son intérêt, sa manière de lui offrir une chance extraordinaire prennent une autre couleur. Quelqu'un qui possède le pouvoir d'effacer une mémoire peut rencontrer une femme qu'il a déjà détruite et se présenter à elle comme un inconnu bienveillant. C'est l'une des idées les plus glaçantes de l'histoire. L'agresseur garde le souvenir, la victime l'a perdu.
lui connaît toute la vérité de leur relation. Elle ne possède même pas la possibilité de savoir qu'il ment. Frida se rappelle peu à peu son précédent séjour. Elle avait déjà subi les violences de Slater et de son cercle. Dans un réflexe de défense, elle avait mordu Vic et lui avait arraché une partie du petit doigt. Ce détail, laissé discrètement à l'écran, devient une preuve corporelle. Vic porte la trace de ce qu'elle a tenté de faire, mais Frida ne se souvenait plus de l'avoir fait. Le corps du coupable peut conserver ce que la mémoire de la victime a été forcée de perdre. Cette seconde histoire enfouie explique aussi la solitude de la femme du personnel. Elle ne parle presque pas la langue de Frida, mais elle a vu assez de choses pour reconnaître un signe. Elle n'est pas une figure magique qui vient sauver les héroïnes au dernier moment. Elle représente un regard extérieur qui a observé le cycle. Son geste, donner le venin, est minuscule face à l'ampleur du système. Pourtant, sans ce geste, l'histoire aurait continué. Le film lui accorde cette place discrète, celle de la personne dont la solidarité n'est pas spectaculaire, mais rend le réveil possible. Frida doit faire face à une contradiction presque insupportable. Elle a été sur l'île, elle a survécu, on a effacé sa mémoire, puis elle est revenue parce que l'homme qui l'avait détruite lui a fait croire qu'il la voyait enfin. Ce n'est pas de l'invraisemblance psychologique, c'est le cœur même du cauchemar. Sans souvenir de ce qui lui était arrivé, Frida ne pouvait pas se protéger de celui qui l'avait fait. Le danger l'attirait parce qu'il portait le masque exact de son désir. Être reconnu par quelqu'un qui paraît compter. Le retour des souvenirs ne répare pas cette perte, il la rend plus réelle. Frida apprend non seulement ce qu'on lui a fait, mais aussi tout le temps pendant lequel elle n'a pas eu le droit de le savoir. Elle découvre que son identité, ses choix et ses relations ont été construits sur une zone manquante. C'est pour cela que le film choisit l'amnésie plutôt que la simple séquestration. Une prison peut être visible. L'amnésie transforme la victime en personne libre, qui ne sait pas encore de quoi elle doit se libérer. À ce stade, les femmes ont assez compris pour savoir que les hommes vont devenir dangereux dès qu'ils sentiront le changement. Elles ne peuvent pas courir vers un bateau sans préparation. Les téléphones ne servent pas. L'île est grande, les gardes armés, le personnel lié à la villa, et Slater garde toujours l'avantage matériel. Elles doivent donc faire la chose la plus difficile, continuer à jouer la fête. Le dîner qui suit devient un théâtre oppressant. Frida, Sarah, Camilla et Heather s'assoient à la même table que les hommes, entendent leurs plaisanteries, regardent leurs gestes devenus insupportables, et doivent pourtant conserver une expression suffisamment neutre pour ne pas déclencher l'alerte. Tout ce qui avait l'air léger au début acquiert une densité terrible. Un verre posé trop fort, un regard qui dure, une pause dans la conversation. N'importe quel détail peut trahir le retour de leur mémoire. Slater perçoit rapidement que Frida n'est plus tout à fait la même. Ce n'est pas parce qu'il devine toute la vérité. C'est parce qu'un homme habitué à contrôler une pièce ressent lorsqu'une personne cesse de réagir comme il l'attend. Son charme devient alors plus précis, plus inquiet. Il cherche à ramener Frida dans la position qu'il connaît. Celle de la femme impressionnée, flattée, disponible. Mais le regard de Frida a changé. Elle voit désormais les coulisses du rôle qu'il joue. Pour gagner quelques secondes, pour créer une diversion, Frida et Sarah montent sur la table et dansent. La scène est volontairement ambiguë. De l'extérieur, les hommes voient ce qu'ils veulent voir. Deux femmes qui leur offrent un spectacle. En réalité, elles utilisent cette attente contre eux. Le corps, que les hommes ont traité comme une chose à posséder, devient un outil de stratégie. Ce n'est pas une victoire définitive. C'est une façon de reprendre le contrôle du regard assez longtemps pour préparer la fuite. Dans un autre souvenir, Frida voit Rich arriver sur l'île. Slater le prépare à participer à ce qui va se passer, avec le même détachement obscène que s'il organisait une activité de vacances. Ce flashback détruit la dernière possibilité de croire qu'un des hommes pourrait servir de recours moral. La complicité ne vient pas seulement de celui qui agit. Elle vient de celui qui sait, qui accepte l'avantage et qui décide de ne pas regarder la personne en face le lendemain. Le film ne prétend pas que toutes les formes de violence ont la même ampleur ou la même responsabilité.
Il montre cependant que l'impunité a besoin d'un groupe. Slater est le centre, celui qui possède l'île et invente les règles. Mais Tom, Vic, Cody, Rich et les autres hommes donnent au système sa stabilité. Ils transforment le caprice d'un puissant en rituel partagé. Chacun peut peut-être se raconter qu'il n'est pas le pire. Ensemble, ils rendent le pire possible. Pendant que la tension du dîner monte, Camilla et Heather récupèrent à leur tour les morceaux de leur nuit. Leur réveil est brutal. Rien ne les a préparées à recevoir ces images, et elles n'ont pas le temps de s'asseoir, de pleurer ou de comprendre. Blink Twice refuse ici la consolation facile. La mémoire est nécessaire, mais elle est aussi un traumatisme. Retrouver la vérité leur rend leur capacité d'agir, tout en leur imposant d'un coup la douleur dont elles avaient été artificiellement séparées. Frida sait désormais que Jess est morte parce qu'elle a pu se souvenir. Cette connaissance rend impossible tout retour à la fête. Même si les femmes parvenaient à partir, ce qu'elles savent ne peut plus être placé dans un sac rouge ni dilué dans un parfum. La question n'est plus de savoir si le paradis cache quelque chose. La question est de savoir combien d'entre elles pourront sortir de l'île avec leur mémoire intacte. La réponse arrive dans une explosion de colère que le film ne cherche pas à rendre propre. Pendant des jours, les hommes ont traité les femmes comme des présences interchangeables, des silhouettes qui devaient sourire le matin et oublier la nuit. Lorsque la mémoire revient, cette fiction devient impossible à maintenir. Camilla se tourne contre Tom. Heather affronte Vic. Chaque geste est moins présenté comme un exploit calculé que comme la rupture d'une pression accumulée, sans issue acceptable. Il faut être précis sur ce que Blink Twice met en scène ici. Le film bascule vers un registre de survie et de vengeance, avec des affrontements physiques soudains. Pourtant, le moteur émotionnel n'est pas la jouissance de voir des corps tomber. Il vient de l'effondrement du contrat invisible qui protégeait les hommes. Ils pensaient avoir créé un espace où toute violence pouvait être répétée sans témoin durable. Les femmes deviennent les témoins les unes des autres. C'est cela qui rend leur système vulnérable. Tom est le premier à payer le prix de cette erreur. Sa mort est brutale, sans grande cérémonie, et le film ne lui donne pas la dignité d'un dernier mot. C'est un choix de rythme. Pendant toute la première partie, les hommes ont monopolisé le son, les anecdotes, la fête, les explications. Quand la façade s'écroule, certaines de leurs existences s'arrêtent avant qu'ils aient le temps de raconter leur version. Le récit refuse de leur offrir la centralité qu'ils se sont accordée. Heather blesse Vic avec un objet du décor, dans un geste aussi désespéré qu'efficace. Vic, qui paraissait au départ n'être qu'un compagnon de fête insupportable, porte désormais une marque de peur réelle. Pour Frida, il représente aussi un souvenir ancien. C'est lui qu'elle avait déjà mordu lors de son précédent passage sur l'île. Son corps avait conservé cette trace comme un document vivant, même quand elle ne pouvait plus la lire. Le voir paniquer ne répare rien, mais il fait enfin apparaître la relation de force telle qu'elle est. La riposte des hommes est immédiate. Stan, le gardien de Slater, intervient avec une arme. Sa présence rappelle ce que l'abondance cachait depuis le début. Un domaine privé n'est jamais seulement un jardin agréable quand son propriétaire possède des personnes chargées de faire respecter son ordre. Heather est abattue. Sa tentative de se défendre ne lui offre pas une sortie. Le film ne recouvre pas cette perte d'un triomphe facile. Dans le chaos, chaque seconde coûte quelque chose. Camilla est, elle aussi, rattrapée par la violence de Slater. Il la tue en voulant reprendre le contrôle. Le geste clarifie sa nature plus brutalement que tous les sourires précédents. Slater peut se montrer calme tant que les autres suivent son scénario. Dès que les femmes cessent d'être gérables, sa douceur s'effondre. L'homme qui vendait la tranquillité, la guérison et l'intention révèlent qu'il ne supporte pas qu'une personne lui échappe. Il est important que le film ne réserve pas ce dévoilement uniquement au public. Les hommes se voient aussi les uns les autres autrement. Lucas, le plus jeune de la bande, apparaît désorienté, soumis lui aussi aux effets du parfum. Il n'a pas l'assurance des autres. Il a participé par sa présence, par son silence, par sa passivité, mais il se retrouve face à un système dont le fonctionnement lui échappe soudain. Slater le méprise.
Cette cruauté interne montre que la complicité n'a rien d'une fraternité. Le cercle protège ses membres tant qu'ils servent l'homme au sommet. Au moindre trouble, il les traite comme des pièces remplaçables. Cette nuance ne transforme pas Lucas en innocent. Blink Twice ne lui accorde pas une excuse complète parce qu'il est plus faible ou moins conscient. Le film place plutôt le spectateur devant une hiérarchie inconfortable de responsabilité. Il y a celui qui organise, celui qui participe en sachant, celui qui profite sans poser de questions, celui qui détourne les yeux parce que regarder menacerait son confort. Aucun de ces rôles ne se confond parfaitement, mais le résultat dépend de leur addition. Pendant que les hommes se replient vers la villa, Frida se retrouve face à Stacy. Elle semblait avoir été, pendant tout le séjour, une employée protectrice, la personne qui vous tend une serviette, rappelle un horaire ou fait disparaître un problème. Son choix est encore plus dérangeant parce qu'il ne repose pas sur la surprise. Stacy préfère garder l'ignorance. Elle attaque Frida pour défendre le monde qui lui permet de ne pas savoir ou de faire comme si elle ne savait pas. Frida est forcée de la neutraliser pour survivre. Cette confrontation élargit la question du pouvoir. Le film n'explique pas tous les motifs de Stacy, et cette absence est parlante. Il existe des personnes qui deviennent indispensables à un système violent sans en être les architectes. Elles s'habituent à recevoir des ordres, à préserver une maison, à protéger le confort du maître, jusqu'au moment où elles défendent l'architecture elle-même. Leur position ne les rend pas identiques à Slater. Elle montre cependant que la violence organisée a besoin de mains qui ferment les portes, préparent les sacs, effacent les traces et décident que le silence est plus sûr que la vérité. Frida ne peut plus compter sur un plan élégant. Tout s'est accéléré, les morts se multiplient et les sorties sont surveillées. Elle fuit vers les zones boisées de l'île, là où les arbres, les sentiers et les serpents ne répondent plus au design parfaitement contrôlé de la villa. Elle est poursuivie par Stan. Pour la première fois, l'espace ouvert du paradis devient ce qu'il est réellement. Un territoire appartenant à quelqu'un d'autre, immense pour la personne qui tente de s'enfuir, parfaitement lisible pour ceux qui y vivent et y commandent. Sarah réapparaît au moment décisif. Leur relation, qui avait commencé dans la méfiance, trouve ici une forme d'évidence. Sarah abat Stan avec une pierre et prend son arme. Ce n'est pas une scène où les personnages deviennent soudain des combattantes sans peur. Elles sont terrifiées, fatiguées, blessées par ce qu'elles viennent de comprendre. Mais elles ont une information que leurs adversaires n'avaient pas anticipée. Elles sont deux, elles savent maintenant la même chose, et elles refusent de retourner dans le rôle prévu pour elles. Cody tente de fuir dans les bois. C'est révélateur de la lâcheté du groupe. Lorsqu'ils se croyaient invincibles, les hommes parlaient fort, contrôlaient le rythme, possédaient les clés et les armes. Dès que leur impunité se brise, chacun cherche à sauver sa propre peau. Sarah le rejoint et le tue. Le film transforme alors les séquences de poursuite en conséquences plutôt qu'en divertissement gratuit. Ce qui est en jeu n'est pas une compétition de force. C'est la possibilité de survivre à des personnes qui ont conçu un endroit entier pour vous empêcher de repartir. Frida et Sarah savent qu'elles doivent retrouver Slater. Elles ont l'arme, mais pas la garantie que les munitions suffiront. Elles improvisent des pièges à l'intérieur de la villa. Lucas, toujours confus, tombe dans l'un d'eux et meurt. La scène est tragique précisément parce qu'elle est dépourvue de grandes résolutions morales. Le chaos n'accorde pas à chacun la peine exactement proportionnée à sa culpabilité. Il fait sortir tout le monde du cadre qui permettait auparavant de prétendre que les conséquences pouvaient être contrôlées. Slater, lui, reste le problème central. Le film a passé 1 heure à montrer sa capacité à rendre son pouvoir désirable. Dans le dernier mouvement, il révèle l'autre face de cette capacité. Lorsqu'il ne peut plus séduire, il terrorise. Sa maison devient une forteresse, mais elle garde les signes absurdes de la fête. Les bougies, les verres, les objets coûteux, les pièces trop belles pour une violence aussi immédiate. Cette juxtaposition donne au climax sa texture particulière. Le luxe n'a pas disparu. Il est simplement devenu impossible à admirer. Frida est séparée de Sarah. Elle se retrouve seule avec Slater,
Et le film ramène alors l'histoire à son noyau. Que faire d'un homme qui possède tous les moyens de vous faire douter de votre propre réalité? Le combat ne se réduit pas à le frapper ou à le fuir. Elle doit comprendre sa logique assez bien pour retourner sa propre arme contre lui. Dans un souvenir plus complet, Frida revoit sa première arrivée sur l'île. Elle revoit les lapins rouges dessinés sur ses ongles, le moment où elle s'est défendue contre Vic, puis la disparition forcée de tout cela. Cette mémoire a une valeur dramatique très forte. Elle prouve que Frida n'est pas devenue résistante par magie au cours de l'histoire. Elle l'était déjà. Même lorsqu'elle n'en gardait aucune trace consciente, une partie d'elle avait essayé de se défendre. Le retour du souvenir n'invente pas son courage. Il le lui restitue. Slater ne comprend pas encore exactement ce que Frida prépare. Il cherche Sarah, convaincu que la dernière menace vient de cette femme qui s'est retournée contre lui. Il continue de regarder Frida à travers l'ancienne image qu'il s'est fabriquée. L'invité fasciné, la femme qui veut sa proximité, celle dont il peut acheter la disponibilité par un geste tendre ou une promesse d'avenir. C'est son aveuglement le plus profond. Il ne comprend pas que Frida connaît désormais ce qu'il a fait, ni qu'elle a étudié la machine avec laquelle il l'a effacée. La solution de Frida est remarquablement ironique. Elle verse le parfum dans la cigarette électronique de Slater. Elle ne choisit pas de lui faire subir une mort instantanée. Elle utilise la substance qui a volé les souvenirs des femmes et la place dans l'objet qu'il porte naturellement à sa bouche. Le geste ne ressemble pas à une grande déclaration. Il est discret, méthodique, presque domestique. C'est le même type d'attention que Lyle a exigé d'elle lorsqu'elle s'aspergeait chaque matin. Sauf que cette fois, le rituel est retourné. Lorsque Slater inhale le produit, le film fait apparaître la cruauté exacte de cette justice. Il ne comprend plus ce qui vient de se passer. Il voit des corps, du désordre, une maison en feu, des traces de lutte dont il n'a plus la mémoire. L'homme qui avait fait de l'amnésie un outil de domination découvre soudain l'horreur d'être perdu dans son propre présent. Il ne peut pas reconstituer la nuit. Il ne sait pas de qui se méfier, il ne peut pas compter sur le récit qu'il avait l'habitude d'imposer. Cependant, Blink Twice ne fait pas comme si cette inversion suffisait à équilibrer tout ce qui a été pris. Slater ne ressent pas, en quelques secondes, la totalité du traumatisme qu'il a infligé. Il n'expérimente pas le même manque de pouvoir que les femmes, puisqu'il reste au centre de la maison, et qu'il garde, à ce moment, sa force physique. Ce qu'il perd, c'est la maîtrise. Et pour un homme comme lui, qui a fondé son identité sur l'idée que tout lui appartient, cette perte est déjà une panique insupportable. La villa prend feu. Les flammes font disparaître le décor de l'exclusivité. Les couloirs élégants, les objets soigneusement choisis, les espaces de repos deviennent un piège. Slater chute et perd connaissance. Frida et Sarah pourraient le laisser là. Elle pourrait partir avec la certitude qu'il ne commandera plus rien. Le film choisit une solution bien plus trouble. Elles sortent de la maison, mais elles l'emportent avec elles. À ce moment, le spectateur est invité à se demander pourquoi. Est-ce une faiblesse, une compassion résiduelle, une décision stratégique, une vengeance qui n'a pas encore trouvé sa forme définitive? Le film refuse de répondre immédiatement, car son dernier mouvement dépend précisément de cette question. Le choix de sauver Slater ne signifie pas que Frida lui pardonne. Il indique que la survie ne sera pas la même chose que la justice, et que Frida a compris la valeur de ce qu'elle peut faire d'un homme qui ne se souvient plus de son propre pouvoir. Sarah s'éloigne. Son avenir demeure volontairement ouvert. Elle a survécu, elle a contribué à faire tomber le cercle, mais elle ne semble pas vouloir rester au cœur du projet que Frida commence à former. Cette absence de réponse est cohérente. Chaque survivante n'a pas la même idée de ce qu'il faut faire après. Certaines veulent fuir, certaines veulent témoigner, certaines veulent respirer hors du champ de ceux qui les ont blessées. Le film ne transforme pas Sarah en extension de Frida. Leur solidarité a été réelle, mais leurs chemins n'ont pas besoin d'être identiques. La dernière image narrative se déplace loin de l'île lors d'un autre gala. Le décor ressemble étrangement à celui du début. L'événement chic, les invités importants, les conversations qui se tiennent à voix basse,
les personnes moins puissantes qui circulent autour des personnes très puissantes. Mais les positions ont changé. Frida est maintenant l'épouse de Slater et la dirigeante de son entreprise. Elle porte les vêtements, l'assurance et l'autorité qui appartenaient autrefois au monde qu'elle regardait depuis le service. Slater est vivant, mais il ne semble plus habiter pleinement sa vie. Frida continue de le maintenir dans une forme de confusion au moyen de la même substance. L'inversion est totale. Elle possède maintenant la connaissance, le contrôle de l'image publique, la proximité de la fortune et l'accès au dispositif qui rend l'autre incapable de relier les événements. Rich tente de s'approcher. Frida le reconnaît. Il ne la reconnaît peut-être pas comme la personne à qui il a fait du mal, mais elle, oui. Elle le fait écarter du gala avec le calme d'une personne qui a désormais le pouvoir de décider qui reste dans la salle. La logique du début est donc renversée avec une précision terrible. Frida, autrefois invisible parmi les serveurs, est devenue celle dont la présence organise l'espace. Slater, autrefois maître de l'invitation, ressemble à un invité perdu dans sa propre fête. Et pourtant, le film ne joue pas ce renversement comme une victoire pure. Il laisse dans le cadre un malaise. Pour prendre la place de Slater, Frida a-t-elle dû adopter une partie de ses outils? Peut-elle utiliser la domination pour détruire la domination, ou risque-t-elle de la prolonger sous un autre visage? La fin de Blink Twice tient tout entière dans cette inquiétude. Frida n'a pas choisi la voie la plus nette. Elle n'a pas livré Slater à une justice visible. Elle n'a pas simplement disparu avec Sarah. Elle ne s'est pas contentée de récupérer sa mémoire. Elle a pris le contrôle de l'homme, de son entreprise et de la scène publique qui l'entoure. Sa vengeance est aussi une ascension sociale. Cette association dérange parce qu'elle refuse l'idée qu'une survivante devrait rester pure pour mériter notre empathie. Le film avait préparé cette possibilité dès les premières minutes. Frida ne désirait pas seulement Slater comme homme. Elle désirait ce que son existence représentait. L'accès, l'attention, le pouvoir de faire bouger une pièce par sa seule présence. Son erreur initiale, croire que cette proximité lui donnerait une valeur, devient à la fin quelque chose de plus complexe. Elle obtient réellement le pouvoir. Mais la question devient alors, qu'est-ce qu'elle peut en faire sans se perdre de nouveau? Zoé Kravitz a expliqué que, dans sa lecture du personnage, Frida voulait au fond prendre la place de Slater. Cette précision permet de mieux comprendre pourquoi la conclusion ne ressemble pas à un simple épilogue de vengeance. Le film ne dit pas que l'argent résout le traumatisme. Il ne dit pas non plus que Frida devient heureuse parce qu'elle dirige une entreprise. Il pose une question plus dérangeante. Que se passe-t-il lorsqu'une femme qui a été dépossédée de tout reprend le pouvoir au moyen des instruments mêmes qui l'ont écrasée? Le regard de Frida à la toute fin ne donne pas de réponse simple. Il peut contenir de la satisfaction, de la colère, du calcul, de la fatigue, peut-être même une forme de vide. C'est pourquoi le dernier plan ne ressemble pas à la fermeture confortable d'un thriller. Les corps ont disparu du champ, la villa a brûlé. Slater ne peut plus régner de la même manière. Mais l'énergie qui rendait son règne possible, le désir de dominer, l'usage du secret, la capacité de contrôler la mémoire et le récit, n'a pas entièrement quitté le monde. La comparaison entre les deux galas est essentielle. Au début, Frida était une travailleuse dont on attendait l'efficacité et le sourire. À la fin, elle est la personne à qui l'on prête attention. Entre les deux, elle n'a pas suivi une trajectoire classique d'émancipation. Elle a traversé une expérience qui l'a dépossédée de ses souvenirs, de son ami, de sa confiance et de son sentiment de sécurité. Le pouvoir qu'elle possède maintenant peut sembler être une réparation. Il ressemble aussi à une armure dont on ne sait pas si elle pourra un jour l'enlever. Le scénario ne referme pas totalement le destin de Sarah, et ce choix est significatif. Sarah a survécu à l'île, mais elle n'apparaît pas dans la nouvelle vie de Frida. Le film nous laisse imaginer qu'elle est partie, qu'elle a refusé de participer à cette prise de contrôle, ou qu'elle cherche une autre façon de vivre après la catastrophe. Son absence protège une idée importante. La solidarité entre survivantes ne les oblige pas à devenir semblables. Avoir lutté côte à côte ne signifie pas vouloir la même justice,
ni accepter le même prix. Il faut aussi regarder Slater autrement dans ses dernières scènes. Le voir confus peut donner une impression de symétrie, mais le film garde une différence fondamentale entre son état et celui des femmes. Frida, Sarah, Jess, Camilla et Heather ont subi l'amnésie pour que les auteurs de violence puissent continuer sans conséquence. Slater est maintenu dans le brouillard pour qu'il ne puisse plus exercer le pouvoir qu'il possédait. La méthode est la même, le rapport de force a basculé, mais les blessures ne s'équivalent pas automatiquement. C'est la tension morale que le film préfère laisser ouverte plutôt que résoudre par une formule. Le titre gagne alors une dernière signification. Cligner des yeux, c'est perdre une fraction de seconde. Dans Blink Twice, cette fraction contient des jours, des nuits, des personnes disparues et une vérité que l'on a voulu supprimer. Mais cligner des yeux peut aussi devenir un signal. Au début, Frida le transforme en plaisanterie autour du danger. À la fin, le titre désigne le moment où l'on accepte de regarder de nouveau, même quand la vision fait mal. Le film ne demande pas seulement de voir. Il demande de ne pas détourner les yeux quand le réel devient inconfortable. Cette logique explique pourquoi le motif du lapin rouge est plus qu'un indice de scénario. Les petits dessins sur les ongles de Frida sont un détail très personnel, presque enfantin, trop léger pour sembler important. Pourtant, c'est ce détail qui traverse l'effacement. La femme du personnel ne connaît pas son histoire complète, mais elle reconnaît les signes. Elle garde une mémoire extérieure quand Frida ne peut plus garder la sienne. Dans un monde où les puissants contrôlent les grands récits, l'indice le plus fragile peut devenir une archive. Le lapin renvoie également à l'idée de proie. Sur l'île, les femmes sont invitées, habillées, nourries, complimentées. Tout est fait pour qu'elles se sentent désirées. Mais le décor les transforme en êtres observés et capturés. En appelant Frida Lapin Rouge, la femme ne lui donne pas seulement un surnom. Elle indique qu'elle a vu ce que l'île fait aux femmes et qu'elle a refusé d'oublier entièrement celles qui y ont été amenées. Le parfum est l'autre grande image du film. Normalement, une odeur est liée à la mémoire. Une rue, une peau, une fleur peuvent ressusciter un moment des années plus tard. Kravitz inverse ce mécanisme. Ici, l'odeur sert à retirer les souvenirs. C'est une idée de cinéma très efficace parce qu'elle prend un objet luxueux, intime, souvent associé au désir, et le transforme en instrument de disparition. Chaque pulvérisation promet de vous rendre plus présente aux yeux des autres, tout en vous retirant l'accès à votre propre histoire. Cette inversion traverse toute la mise en scène. Les couleurs chaudes, les fleurs, les repas, les musiques dansantes, les baignades et les vêtements fluides sont habituellement les signes d'une liberté estivale. Blink Twice ne les rend pas artificiellement sinistres dès le départ. Il les laisse séduire. Puis il nous oblige à revenir sur eux avec une autre connaissance. Le spectateur ressent une forme de trahison esthétique. Ce qui nous plaisait dans le décor était déjà intégré au piège. La caméra participe à cette sensation. Elle reste souvent proche de Frida, attentive à ce qu'elle remarque sans savoir encore l'interpréter. Les répétitions de gestes, les raccords qui semblent légèrement décalés, les jours qui s'empilent sans repère, tout contribue à faire de l'île un espace où la chronologie devient instable. Le film ne nous enferme pas dans une explication technique. Il nous fait habiter la confusion avant de la nommer. Cette méthode est particulièrement juste pour un récit sur la mémoire manipulée. Si le spectateur recevait toutes les informations clairement dès le début, il serait placé au-dessus de Frida. Il regarderait ses erreurs avec la supériorité confortable de celui qui connaît le danger. Kravitz choisit au contraire de nous faire ressentir l'attrait du séjour, puis le doute, puis la fracture. On ne devine pas seulement que Frida a perdu quelque chose. On éprouve la manière dont une histoire peut glisser entre les doigts quand personne autour de vous ne confirme ce que vous avez vu. Naomi Ackie porte cette expérience avec une grande précision. Son jeu ne cherche jamais à rendre Frida exemplaire. Au départ, elle peut être ambitieuse, un peu maladroite, très attirée par Slater, parfois prête à écouter ce qui l'arrange. Ces traits ne sont pas des défauts à punir. Ils la rendent humaine. Quand le film l'oblige à regarder la vérité, Ackie fait sentir la violence de ce passage. Frida ne devient pas quelqu'un d'autre,
Elle récupère brutalement la personne qu'on lui avait empêché d'être. Channing Tatum choisit une autre difficulté. Il doit maintenir longtemps la possibilité que Slater soit sincère, ou du moins qu'il sache se faire passer pour tel. Ses sourires, sa maladresse contrôlée, ses discours sur le repos et le changement sont d'autant plus inquiétants qu'ils ne sont pas joués avec une méchanceté immédiatement visible. Le film s'appuie sur la confiance instinctive que son image publique peut inspirer, puis la retourne. Slater est terrifiant parce qu'il comprend le langage de la douceur. Adria Arjona donne à Sarah une trajectoire moins attendue qu'il n'y paraît. Au début, elle semble être la rivale parfaite. L'ancienne star de télé-réalité, la femme à laquelle Frida se compare, celle qui paraît plus proche de Slater. Mais le film n'utilise pas cette rivalité pour fabriquer une guerre entre femmes. Il l'utilise comme symptôme du système. Une fois le mensonge levé, Sarah devient le partenaire le plus fiable de Frida. Leur alliance ne fait pas disparaître les tensions initiales. Elle les remet simplement à leur place face à l'urgence réelle. Autour d'elle, les seconds rôles fonctionnent par contraste. Alia Shawkat donne à Jess une vigilance qui devient de plus en plus douloureuse à mesure qu'on comprend qu'elle avait vu juste. Christian Slater, Simon Rex, Haley Joel Osment et Kyle MacLachlan évitent tous de jouer le même type de menace. L'un se croit amusant, l'autre se présente comme un bon vivant, un autre est enveloppé dans un rôle de thérapeute. Cette variété compte. Le film ne réduit pas la violence à un visage unique. Il montre des hommes qui peuvent être différents dans leur manière, mais identiques dans leur capacité à profiter d'un monde où personne ne leur demande de répondre de leurs actes. Le choix de faire de Slater un magnat de la technologie ajoute une couche très contemporaine. Il ne possède pas seulement de l'argent. Il possède une image, une entreprise, des relais, une histoire de rédemption déjà disponible pour le public. Il sait comment transformer le scandale en contenu, l'introspection en événement, le silence en stratégie. Son île privée prolonge cette logique. Elle est une plateforme sans modération, un espace où il définit les règles et peut supprimer les données qui le gênent. Pour autant, Blink Twice ne fait pas de la tech un gadget décoratif. L'entreprise de Slater reste relativement floue, parce que le vrai sujet est le type de pouvoir qu'il incarne. C'est un pouvoir qui ne s'exerce pas seulement en donnant des ordres. Il distribue de l'accès. Il décide qui peut monter dans l'avion, qui aura une chambre, qui sera photographié, qui sera cru, qui sera effacé. La richesse rend ces décisions plus faciles à cacher, mais le mécanisme de domination est beaucoup plus ancien. Le film est né dans une période où les conversations sur les violences sexuelles et l'impunité des hommes célèbres ont pris une place majeure dans la culture. Zoé Kravitz a commencé à travailler sur le projet avant que cette discussion ne prenne sa forme la plus visible. Puis, elle a continué à l'écrire avec E.T. Feigenbaum. Cela explique pourquoi l'histoire refuse le ton d'un simple fait divers déguisé. Elle cherche plutôt à explorer ce qui attire vers le pouvoir, ce qui rend la complicité possible, et ce qui arrive quand l'image publique d'un homme devient plus solide que la parole de celle qui l'a blessé. Le film ne repose pas sur une histoire vraie précise. Il utilise une fable de thriller pour parler d'expérience, de peur et de dynamique qui, elles, sont reconnaissables. Cette différence est importante. Kravitz n'affirme pas raconter un cas particulier. Elle imagine une île impossible afin de grossir des mécanismes réels. Les excuses qui servent de bouclier, les groupes qui couvrent leurs membres, les victimes dont la parole est mise en doute, les témoins qui choisissent le confort du silence. Son premier titre de travail était beaucoup plus frontal. Il a été abandonné avant la sortie, notamment parce qu'il posait des problèmes de réception et de diffusion. Le titre final, Blink Twice, est moins direct au premier regard, mais plus riche à l'écoute du film. Il conserve la dimension de signal et de danger, tout en ramenant l'histoire à la question centrale. Qui regarde, qui se souvient et qui a le droit de décider de ce qui a eu lieu. Réalisé comme le premier long métrage de Zoé Kravitz, le film témoigne d'un goût marqué pour les contrastes de ton. Il peut faire rire pendant un moment de gêne, installer un montage de vacances qui frôle l'euphorie, puis laisser un détail déranger
tout ce qui précède. Cette coexistence de légèreté et de gravité a partagé certains spectateurs. Pour les uns, elle permet de sentir comment le danger se camoufle dans le plaisir. Pour d'autres, le changement de registre peut sembler abrupt. Quoi qu'on en pense, ce choix donne à Blink Twice une identité qui ne ressemble pas à un thriller lisse. La musique participe à ce mouvement. La partition de Chanda Dancy accompagne la dérive sans expliquer à l'avance ce qu'il faut ressentir. Le film utilise aussi des morceaux très énergiques, parfois familiers, qui donnent au fait une chaleur immédiate. Puis, ces mêmes rythmes deviennent troublants parce qu'ils accompagnent des journées dont les personnages ne parviennent plus à se rappeler. La bande-son ne sert pas seulement à faire monter la tension. Elle rend la répétition séduisante avant de la rendre inquiétante. Le tournage a eu lieu au Mexique, dans la péninsule du Yucatan et au Quintana Roo. Ce cadre naturel contribue au caractère contradictoire de l'île. L'eau, la végétation et la lumière sont réels, presque trop magnifiques pour les événements qui s'y déroulent. Kravitz ne fabrique pas un enfer visuellement noir. Elle préfère placer l'horreur sous un soleil éclatant. Cette décision donne au film une impression durable. Le danger n'a pas besoin de se cacher dans l'ombre pour être difficile à voir. Sorti en 2024, Blink Twice a été présenté comme un thriller psychologique. Et le studio a accompagné sa diffusion d'un avertissement sur ses thèmes adultes et la violence sexuelle. Cette précaution correspond au film lui-même. Il ne traite pas son sujet comme un simple rebondissement. Même lorsque le récit accélère vers l'affrontement, la mémoire de Jess, de Camilla et de Heather empêche de réduire l'histoire à une mécanique de vengeance. Les réactions critiques ont été contrastées, ce qui n'est pas surprenant pour un film qui combine une satire du pouvoir, un mystère d'amnésie et une montée finale beaucoup plus physique. Beaucoup ont salué la réalisation de Kravitz, l'atmosphère visuelle et les performances d'Askey et de Tatum. D'autres ont estimé que le film formulait ses idées avec trop de démonstrations, ou que son dernier acte changeait de registre trop violemment. Ces réserves font partie de ce qui maintient le film en discussion. Il ne cherche pas à laisser tout le monde au même endroit. Ce qui reste le plus fort, après le générique, ce n'est peut-être pas la villa en feu, mais le moment où quelqu'un ne se souvient plus de Jess. Cette absence de mémoire fait basculer une disparition individuelle dans une terreur plus grande. Jess n'est pas seulement introuvable, elle a été retirée de la mémoire commune. Et le film répond à cet effacement par un geste très simple. Il force le public à retenir son nom, son inquiétude, et le moment où elle avait compris avant les autres. À travers elle, Blink Twice rappelle que la mémoire n'est jamais seulement intime. Elle dépend des gens qui nous entourent, des preuves que l'on garde, des mots que l'on accepte de croire, des détails que l'on refuse de minimiser. Frida survit parce qu'une femme a conservé un indice, parce que le venin a brisé le brouillard, parce que Sarah a finalement choisi de la croire, et parce que les autres femmes ont retrouvé leur propre histoire. Une mémoire isolée peut être écrasée, une mémoire partagée peut devenir une force. Cette idée permet aussi de comprendre la colère du film sans la réduire à un seul message. Blink Twice ne raconte pas uniquement des femmes contre des hommes. Il raconte l'affrontement entre une mémoire fragmentée et un système qui se nourrit de cette fragmentation. Les hommes de l'île veulent que chacune pense qu'elle est seule, qu'elle a mal compris, qu'elle ne peut pas prouver ce qu'elle ressent. Ils veulent que les journées restent séparées des nuits, que les plaisirs visibles couvrent ce qui les rend possibles. Dès que les femmes relient les fragments, le système commence à perdre sa solidité. Le parcours de Frida est très différent de celui d'une héroïne de thriller classique. Elle ne découvre pas un ennemi extérieur à elle-même. Elle découvre que son histoire personnelle contient une zone dont quelqu'un a gardé la clé. Au début, elle croit choisir Slater. Plus tard, elle comprend qu'elle a déjà été choisie par lui, puis effacée, puis ramenée dans son champ. Cette révélation donne au film une dimension presque vertigineuse. Le danger n'est pas simplement devant elle. Il a déjà eu lieu, il a déterminé sa vie sans qu'elle puisse le savoir, et il l'attend dans un souvenir qui ne veut pas revenir. Le secret de Slater est donc plus vaste que le crime lui-même. Il possède le monopole du récit.
Quand Frida arrive pour la seconde fois, il sait ce qui les relie. Il peut adapter son regard, ses mots, sa façon de la séduire, tout en profitant de son ignorance. Cette asymétrie explique la sensation de malaise qu'il provoque dès le départ. Sa gentillesse semble trop parfaitement calibrée parce qu'elle ne part pas de zéro. Elle est construite à partir de quelque chose que Frida a perdu. Dans beaucoup de récits de manipulation, le méchant cherche à cacher les faits. Ici, Slater a réussi à faire plus radical. Il a supprimé chez les victimes la possibilité de savoir qu'il y avait des faits à chercher. Elles n'ont pas seulement perdu le souvenir d'une nuit. Elles ont perdu le point de départ de toute enquête. C'est une différence qui rend l'île si terrifiante. Comment prouver une histoire dont l'effacement fait partie du dispositif? Comment partir quand le désir de rester a été entretenu par les mêmes personnes qui vous ont déjà retiré votre mémoire? Jess est la première à opposer une résistance à cette logique parce qu'elle se fie à son inconfort avant de disposer de preuves. Le film lui donne raison, mais sans faire d'elle une simple figure de clairvoyance. Elle aussi participe à l'aventure, elle accepte le voyage, elle plaisante avec les hommes. Puis quelque chose se déplace. Elle remarque les lacunes, les objets étranges, la sensation que les journées ne se raccordent plus. Sa réaction est précieuse parce qu'elle montre qu'on n'a pas besoin d'avoir toute l'explication pour écouter un signal d'alarme. Frida, au contraire, veut encore interpréter les signes à la faveur de Slater. Cette opposition entre les deux amis ne sert pas à punir Frida, mais elle donne au début du film sa vérité émotionnelle. Quand on désire très fort qu'une situation soit belle, on devient meilleur pour préserver cette beauté que pour examiner les failles. Jess représente le regard qui accepte de gâcher la fête afin de rester en sécurité. Frida représente celui qui a peur de perdre la rare attention qu'il reçoit. Les deux gestes sont compréhensibles. Leur conflit devient tragique parce que l'île est conçue pour faire paraître la prudence excessive et l'espoir raisonnable. Après la disparition de Jess, Frida doit vivre avec cette contradiction. Son deuil n'est pas seulement la douleur de perdre une amie. Il porte la trace d'une décision qu'elle aurait voulu modifier. Pourtant, le film évite une leçon cruelle sur l'intuition féminine ou sur l'obligation de toujours savoir. Jess a été tuée parce que les hommes ont créé un système de violence et d'effacement, pas parce que Frida a accepté un voyage. Garder cette distinction est essentiel. La responsabilité ne se déplace jamais vers celles qui ont été attirées dans le piège. Le film est d'autant plus intéressant qu'il ne représente pas Frida comme une personne naturellement indifférente au pouvoir. Elle le désire, et Kravitz ne fait pas semblant que ce désir est honteux. Une femme peut vouloir être riche, admirée, influente, regardée. Elle peut refuser l'invisibilité. Le problème apparaît lorsque cet élan doit passer par un homme qui possède déjà l'ensemble des leviers. Slater ne lui offre pas vraiment une place. Il lui offre une dépendance présentée comme une faveur. La décision finale de Frida peut alors se lire comme une réponse tordue à cette dépendance. Au lieu de quitter le monde de Slater, elle en prend la tête. Au lieu d'être admise à sa table, elle décide qui peut être écarté. Au lieu de subir l'effacement, elle contrôle le produit qui le provoque. Cette prise de pouvoir a quelque chose de grisant, mais la mise en scène laisse suffisamment d'ambiguïté pour ne pas la confondre avec une guérison. Obtenir la place de celui qui vous a blessé n'efface pas la blessure. Cela peut même enfermer dans un rapport permanent avec lui. La phrase attribuée à la mère de Frida, selon laquelle la réussite serait la meilleure forme de revanche, pèse sur cette conclusion. C'est une maxime séduisante parce qu'elle transforme une douleur subie en ambition. Mais Blink Twice en montre aussi la face sombre. La réussite peut offrir une sécurité matérielle, une visibilité, une autorité. Elle ne ressuscite pas Jess. Elle ne rend pas Camilla et Heather à leur avenir. Elle ne restitue pas à Frida l'année volée par l'amnésie. Le film ne démonte pas la maxime. Il la laisse résonner comme une solution qui ne résout jamais tout. Cette ambiguïté est probablement ce qui fait discuter la fin. Certains spectateurs voient Frida comme une stratège qui a trouvé l'unique moyen de neutraliser un homme trop puissant pour être laissé libre. D'autres voient une femme qui a repris les instruments de son oppresseur
au prix d'une vie surveillée par son traumatisme. Les deux lectures peuvent coexister. Kravitz n'offre pas une image de délivrance sereine. Elle filme une victoire qui a le goût d'une question. Le geste de sauver Slater devient, dans ce contexte, beaucoup plus lisible. S'il mourait dans l'incendie, Frida pourrait s'enfuir, mais elle perdrait aussi l'accès à son empire et à la possibilité de retourner son système contre lui. En le gardant vivant et confus, elle transforme son impunité passée en dépendance. Il ne peut plus produire son récit, ni utiliser son charisme, ni s'appuyer sur le souvenir de ses crimes. Elle devient la personne qui peut vérifier le cadre, changer la porte, choisir le gala. C'est une vengeance lente, et le film laisse entendre qu'elle n'est peut-être pas sans danger pour celle qui l'exerce. Rich est particulièrement important dans ce dernier cadre. Son apparition au nouveau gala est une réplique du début. Encore un homme respecté, encore une réception prestigieuse, encore une personne qui pourrait facilement traverser la salle sans jamais être confrontée à ce qu'elle a fait. Frida le reconnaît et le fait éloigner. La scène est calme, presque administrative, mais elle donne à l'héroïne une forme de justice immédiate que le monde extérieur ne lui aurait peut-être jamais offerte. Il ne s'agit pas d'un tribunal. C'est plus troublant que cela. C'est le pouvoir de rendre visible ou invisible. Ce renversement de visibilité traverse toute l'œuvre. Frida est servante, puis invitée, puis victime sans souvenir, puis survivante, puis dirigeante. À chaque étape, son rapport au regard des autres change. Au début, elle veut qu'un homme puissant la remarque. À la fin, son regard à elle décide du sort de ceux qui l'entourent. Le film nous demande d'observer comment cette transformation peut être à la fois une libération et un poids. Être vue n'a jamais été synonyme d'être libre. Devenir celle qui voit tout n'est pas automatiquement une paix non plus. La maison de Slater fonctionne comme une miniature de cette idée. Ces espaces ouverts semblent d'abord offrir une liberté totale. Pas de frontières visibles, pas de travail, pas de règles lourdes. Mais la circulation est organisée, les téléphones sont absents, les bagages rouges sont prêts, les chambres peuvent être réarrangées, les employés connaissent les consignes. Plus Frida comprend ce qui se passe, plus l'architecture devient lisible. La villa n'est pas une maison de vacances. C'est une machine à rendre les gens dépendants du propriétaire. Les fleurs de l'île sont un élément particulièrement efficace de cette machine. Elles offrent à Slater une réponse naturelle à une question éthique. Comment retirer un souvenir sans laisser de preuves? Le film ne s'attarde pas sur la plausibilité scientifique du produit, car sa fonction est surtout symbolique. La fleur pousse là, dans le décor merveilleux que Slater possède. Le lieu lui-même semble fournir l'outil de l'effacement. À l'inverse, le serpent, animal sauvage que personne ne contrôle complètement, fournit le remède. La nature est divisée entre ce qui sert le propriétaire et ce qui lui échappe. Le serpent est d'ailleurs plus qu'un dispositif de scénario. Il est la faille du paradis. L'île peut surveiller les personnes, préparer les fêtes et enfermer les téléphones, mais elle ne peut pas empêcher un animal de mordre Jess. Ce hasard rompt la perfection du programme. La morsure est tragique pour Jess, mais elle produit une conséquence que les hommes n'avaient pas prévue. Le venin laisse passer la mémoire. Dans l'univers fermé de Slater, la vérité ne revient pas grâce à un grand héros venu de l'extérieur. Elle revient par une brèche vivante, minuscule, incontrôlable. Le nom de Slater King mérite aussi qu'on s'y arrête. Il ne s'agit pas d'un patron avec un nom discret. Il est littéralement un roi dans son domaine, quelqu'un dont le titre semble déjà annoncer la possession. Le film s'amuse de cette évidence sans jamais la souligner lourdement. Sur son île, Slater choisit les invités, les règles, les plaisirs, les limites du réel. Il est un roi parce que personne ne peut faire appel à une autorité supérieure tant qu'il contrôle les communications et les souvenirs. Le prénom de Frida, lui, résonne autrement. Il évoque une figure artistique associée à la douleur, à l'image de soi et à la transformation de la blessure en œuvre. Le film n'utilise pas ce rapprochement comme une explication directe, mais il enrichit le personnage. Frida est observée, stylisée, maquillée, habillée pour les fêtes. Puis, elle doit retrouver son corps et son histoire derrière les images que les autres ont fabriquées pour elle.
La trace des ongles et du lapin rouge devient presque une signature d'artiste, un signe qui survit à l'effacement. L'île ne porte pas un nom omniprésent dans le film, et cette absence ajoute à son étrangeté. Elle pourrait être n'importe où, tant qu'elle reste assez loin pour isoler les invités. Kravitz évite ainsi de faire de l'espace un pays imaginaire chargé de toute la faute. Le danger vient de l'organisation du lieu, pas d'une culture étrangère ou d'un exotisme de surface. Les travailleurs locaux sont eux-mêmes pris dans l'ombre du domaine. La femme qui aide Frida n'est pas la gardienne d'un mystère pittoresque. Elle est l'une des rares personnes à comprendre que le silence protège les puissants. Le choix de ne pas expliquer entièrement ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle risque ajoute une dimension discrète mais importante. Le film reste principalement centré sur les invités, et il ne transforme pas le personnel en outil narratif chargé de résoudre leur histoire. Il suffit qu'elle reconnaisse Frida et transmette le venin. Sa contribution rappelle que, dans les structures de domination, ceux qui travaillent dans les marges voient souvent plus que les personnes qui sont invitées au centre. Mais voir ne signifie pas disposer de la liberté ou de la sécurité nécessaire pour parler. Au-delà de l'île, Blink Twice interroge l'industrie de l'image. Slater est revenu d'un scandale grâce à une stratégie de réparation publique. Il a probablement des conseillers, des événements, des discours, des gens prêts à acheter sa nouvelle version. Le film ne montre pas tous les rouages de cette réhabilitation, car ils nous sont familiers. Une figure célèbre admet juste assez, se retire juste assez, promet de changer, puis revient dans une image plus contrôlée. La question que pose Kravitz est simple et dérangeante. Que se passe-t-il si la confession publique est déjà un moyen d'empêcher une vérité plus grande d'être entendue? Le montage de la première partie est crucial pour répondre à cette question. Chaque moment agréable devient une forme de preuve contre Frida. Si elle se plaint, on peut lui rappeler le voyage, les cadeaux, les repas, l'attention de Slater. Les privilèges reçus se transforment en raison de se taire. C'est une forme de dette morale imposée. Puisqu'on vous a tant donné, comment oseriez-vous dire que quelque chose vous a été pris? Le film montre à quel point ce raisonnement est perverse. Un cadeau n'annule jamais la violence. Cette idée explique aussi pourquoi les femmes sont invitées avec soin. Elles doivent arriver par désir, non par contrainte visible. Slater veut pouvoir raconter qu'elles ont accepté, qu'elles se sont amusées, qu'elles sont parties sans plainte. L'effacement de mémoire transforme le consentement en masque. Elles ne peuvent plus contester un événement dont il ne leur reste que la photographie d'un sourire, peut-être prise avant que la nuit ne commence. Les photographies trouvées par Frida sont donc la version matérielle de ce masque. Elles conservent l'image d'un groupe qui semble heureux. Mais elles sont aussi des archives que Slater garde pour lui. Il peut documenter ce qui lui appartient tout en retirant aux femmes l'accès à leur propre passé. C'est l'inverse d'un souvenir partagé. L'image est là, mais elle n'est pas accessible à celles qui y apparaissent. Le film décrit ainsi une forme extrême de contrôle. Posséder les preuves, posséder le récit et posséder la mémoire des autres. Lorsque Frida devient dirigeante, elle récupère elle aussi les moyens de gérer les archives et l'image. Ce parallèle rend son ascension volontairement inconfortable. Elle peut faire sortir Rich de la salle, contrôler la présentation de Slater, bâtir une nouvelle version de leur histoire. La question finale n'est pas seulement de savoir si elle a gagné. C'est de savoir quel récit elle sera prête à laisser au monde, et ce qui arrivera le jour où Slater se souviendra peut-être de tout. Il est possible que Slater ne se souvienne jamais. Il est possible que Frida ait prévu ce risque et dispose de tout ce qu'il faut pour l'empêcher. Le film ne développe pas ce quotidien, car il ne veut pas transformer son dernier mouvement en roman de vengeance détaillé. Il préfère arrêter l'histoire au moment où le public comprend la nature de la prison nouvelle. Slater est libre en apparence, entouré de luxe et d'événements, mais il dépend de Frida pour savoir qui il est et ce qu'il a fait. La personne qui contrôlait l'île vit désormais au cœur d'un récit qu'elle ne maîtrise plus. Cette image renvoie à la forme même du thriller. Une grande partie de Blink Twice consiste à regarder Frida chercher une information que le spectateur cherche avec elle. À la fin, les rôles sont inversés.
Frida sait. Slater ne sait plus. Le public sait aussi, et cette connaissance crée une tension qui persiste après le dernier plan. Nous ne pouvons pas regarder le gala final comme un moment de réussite sans entendre derrière lui les nuits de Lille. Le film transforme le luxe en souvenir suspect. La mise en scène de Kravitz est attentive à ce phénomène. Dans la première réception, les surfaces blanches, les verres, les robes et les sourires composent une image de réussite presque publicitaire. Lors du dernier gala, des éléments similaires reviennent, mais notre regard a été définitivement modifié. Les mêmes signes de prestige ne sont plus neutres. Ils sont devenus les matériaux d'une histoire de manipulation. C'est ainsi que le film réussit à donner une fonction dramatique au style. La beauté ne sert pas seulement à séduire le public, elle sert à montrer comment une façade peut fabriquer de l'aveuglement. On peut voir Blink Twice comme une histoire d'horreur sans monstre surnaturel. Le serpent fournit un antidote, les fleurs ont un effet impossible, mais la source du mal reste profondément humaine. Aucun démon n'oblige Slater à posséder son île, aucune malédiction ne contraint ses amis à suivre ses règles, aucune créature ne pousse Rich à donner une apparence de guérison à ce qui se passe. Le film choisit délibérément cette réalité. Ce qui menace les femmes n'est pas une force inconnue. Ce sont des personnes qui peuvent sourire, faire une blague, préparer un repas, présenter des excuses et être applaudies en public. Ce choix donne aux scènes de fête une fonction presque cauchemardesque. Elles ne sont pas l'opposé du danger. Elles en sont la couverture. Les danses, les repas et les baignades ne sont jamais mensongers au sens où les personnages ne s'amusent pas vraiment. Ils peuvent ressentir du plaisir, une attraction, un soulagement, un désir de vacances. Mais Lille utilise ces sentiments véritables pour désarmer la vigilance. Le film n'oppose pas une joie pure à une violence extérieure. Il montre comment un système violent peut infiltrer les moments censés être les plus libres. Cela rend le rapport de Frida à Slater plus tragique que s'il n'était qu'un mensonge. Elle ressent réellement quelque chose pour lui au début. Elle est attirée par sa présence, touchée par son attention, curieuse de la vie qu'il représente. Le film ne lui demande pas de nier cette attraction après coup, afin de rester une héroïne parfaite. Au contraire, il suggère que c'est cette attraction qui fait de la trahison un traumatisme plus profond. Le danger n'est pas toujours évident parce qu'il peut ressembler très précisément à ce que l'on espérait. Slater comprend cette mécanique. Sa rédemption apparente n'est pas faite pour convaincre tout le monde. Elle est faite pour offrir un récit suffisamment rassurant aux personnes qu'il veut approcher. Il n'a pas besoin d'être considéré comme irréprochable. Il doit seulement paraître assez repentant pour que les doutes deviennent socialement gênants. L'île devient la récompense de cette confiance retrouvée. Ceux qui acceptent son invitation ont l'impression de choisir la liberté, alors qu'ils entrent dans un espace dont ils contrôlent jusqu'à la mémoire. Le film questionne ainsi la fascination pour les hommes qui se racontent comme blessés par leur propre scandale. Slater parle de sa chute, de sa fatigue, de son besoin de silence. Ces sentiments peuvent sembler sincères, mais le récit nous montre ce qu'il cache. Il regrette surtout d'avoir perdu le contrôle de son image. La différence est énorme. Une vraie responsabilité suppose d'écouter les personnes que l'on a blessées et de leur laisser la place de définir le dommage. Slater utilise au contraire le langage de la responsabilité pour redevenir le personnage principal de son histoire. Rich amplifie cette critique parce qu'il apporte une autorité psychologique au mensonge. Le thérapeute pourrait être celui qui questionne Slater, qui l'oblige à regarder ses actes, qui protège les plus vulnérables. Il devient une figure qui valide l'autoportrait du puissant. Le film ne dit pas que l'accompagnement psychologique est suspect en soi. Il met en garde contre sa récupération comme image de vertu. Une personne peut apprendre tous les mots de l'introspection et n'en utiliser aucun pour changer la manière dont elle traite les autres. Dans cet univers, la femme du personnel joue le rôle inverse. Elle ne possède ni statut, ni langage commun avec Frida, ni accès aux institutions. Pourtant, son geste est le seul qui permette réellement la guérison de commencer. Elle ne prononce pas un grand discours. Elle transmet un élément concret, le venin. Le film lui donne une importance qui ne passe pas par la parole savante, mais par l'attention. Elle a vu,
Elle a reconnu, elle a choisi de ne pas laisser Frida retourner une fois de plus dans le brouillard. Cette opposition entre Rich et la femme du personnel résume une part de la politique du film. Les titres et les positions ne garantissent pas la vérité. Celui qui parle le mieux de soin peut être complice. Celle qui semble invisible peut être la personne qui préserve la mémoire des autres. Kravitz ne transforme pas cela en slogan. Elle le fait exister dans la circulation des objets. Le sac rouge, le flacon, le briquet, la boisson verte, la photographie. Les personnages ne sont pas sauvés par un discours parfait, mais par les traces que quelqu'un refuse de laisser disparaître. Le briquet de Jess est un exemple particulièrement fort. Il est petit, banal, portable, précisément le genre de choses qui pourrait se perdre au fond d'un sac. Mais il porte un nom, et ce nom résiste au mensonge collectif. Sarah ne se rappelle pas Jess, pourtant le briquet l'oblige à affronter une contradiction. La mémoire revient ici par une collision entre la matière et le déni. Cette idée donne au film une puissance très simple. Face à un récit fabriqué, un détail peut encore faire craquer la surface. Les ongles de Frida ont la même fonction. Son travail de nail artist, annoncé dès le début comme une caractéristique légère, se révèle être une signature. Les lapins rouges ne sont ni un code secret, ni un grand symbole imposé. Ils sont un choix esthétique personnel. Quand le système tente d'effacer Frida, il laisse subsister malgré lui ce détail assez singulier pour qu'une autre personne puisse la reconnaître. Le film rappelle ainsi que l'identité ne tient pas seulement dans les grands souvenirs. Elle s'accroche parfois à un motif, une couleur, une habitude, une façon de décorer sa main. Cette attention aux objets protège Blink Twice d'une abstraction excessive. Le film parle de pouvoir, de mémoire, de violence et de solidarité, mais il ne les traite pas uniquement comme des concepts. Il les fait passer par un parfum, un sac, une photo, une cigarette électronique, un verre de tequila, une morsure. C'est aussi ce qui rend le récit très visuel. Les choses belles sont chargées, les choses banales deviennent des clés, et le public apprend progressivement à les regarder autrement. La question du consentement traverse évidemment l'histoire, mais le film la formule surtout à travers le contrôle des conditions. Les femmes sont invitées, mais elles ne connaissent pas la vraie nature de l'île. Elles reçoivent des substances, mais on leur cache leurs effets. Elles restent, mais leurs téléphones sont confisqués et leurs repères temporels sont détruits. Elles sourient sur des photos, mais ces images ne témoignent pas de ce qui se passe lorsque les hommes ont décidé de retirer leurs souvenirs. L'œuvre montre que le consentement ne peut pas exister là où l'information, la mémoire et la possibilité de partir ont été confisquées. Cette précision est importante pour ne pas accepter le récit que Slater pourrait raconter sur lui-même. Il pourrait dire que tout le monde était là volontairement, que les fêtes étaient excessives mais assumées, que personne ne s'est plaint, que les femmes ne se souviennent de rien, parce qu'elles avaient beaucoup bu. Le film anticipe ce discours et le détruit. L'absence de souvenir n'est pas une absence de violence. Elle est la preuve du procédé qui a permis de la cacher. La nuit de l'affrontement montre ce qui arrive lorsque ce procédé ne fonctionne plus. Les hommes perdent aussitôt leur capacité à jouer les hôtes. Leur langage change, leurs sourires disparaissent, leurs alliances se fissurent. Le chaos n'est pas provoqué par la violence des femmes au sens où elles auraient rompu une harmonie. L'harmonie n'existait pas. Elle reposait sur l'inconscience forcée de celles qui étaient blessées. Dès qu'elles savent, elles cessent d'être disponibles pour le mensonge et l'ordre de Slater révèle sa nature de guerre privée. Le film place aussi Frida dans une position délicate face au public. Nous voulons qu'elle survive, qu'elle échappe à Slater, qu'elle trouve une réparation. Mais quand elle choisit de garder Slater vivant, elle nous oblige à regarder la vengeance sans l'applaudir trop vite. Sa décision est compréhensible. Elle est peut-être nécessaire à ses yeux. Elle est aussi lourde de conséquences. Frida ne s'en sort pas par une porte propre. Elle prend une porte qui mène à une nouvelle forme de contrôle, et le film nous laisse avec elle devant ce seuil. Cette fin explique pourquoi la dernière scène semble plus froide que triomphale. Si Frida avait simplement vengé Jess, l'histoire pourrait s'arrêter sur une libération.
Mais Frida dirige désormais une entreprise construite par Slater et se tient à ses côtés dans une relation qui n'a rien d'ordinaire. Elle a gagné une sécurité, un statut et une arme. Elle a peut-être perdu le droit de laisser l'histoire derrière elle. Son visage ne demande pas les félicitations du public. Il demande si nous sommes prêts à reconnaître qu'une victoire peut rester marquée par ce qu'elle a dû traverser. Dans ce sens, le film se distingue des récits où la revanche ferme définitivement la blessure. Blink Twice ne prétend pas qu'une personne traumatisée doit répondre de manière noble, pédagogique ou parfaitement morale. Il lui laisse une rage, une intelligence et une ambiguïté. Cette liberté de personnage est précieuse, même si elle rend le résultat inconfortable. Frida ne devient pas un symbole rassurant. Elle reste une femme qui a survécu à un système et qui prend une décision que nous ne pouvons pas entièrement approuver ou condamner depuis notre siège. Cette complexité rejoint le titre une dernière fois. Cligner des yeux peut vouloir dire accepter de manquer quelque chose. Mais cela peut aussi être le geste qu'on fait avant de regarder plus attentivement. Blink Twice ne demande pas au public de sortir avec une morale toute prête. Il demande de conserver le malaise, de repenser aux détails que Frida n'a pas vus, puis à ceux qu'elle a enfin pu voir. La fête, le parfum, le lapin rouge et l'avion privé restent dans l'esprit, parce qu'ils ne signifient plus jamais une seule chose. Le succès critique du film a largement reposé sur cette atmosphère, sur l'assurance visuelle de la mise en scène et sur le duo formé par Naomi Ackie et Channing Tatum. Certaines critiques ont vu dans le mélange de satire et de thriller une proposition audacieuse, tandis que d'autres ont trouvé que le film restait trop appuyé dans ses thèmes ou inégal dans sa dernière partie. Ces réactions opposées sont cohérentes avec une œuvre qui cherche à faire tenir dans le même cadre l'évasion glamour, le malaise psychologique et le récit de survie. Le film a aussi fait exister Zoé Kravitz derrière la caméra avec une identité claire. Après des années connues comme comédienne, elle signe ici une première réalisation qui privilégie les sensations avant les explications. La chaleur solaire est soigneusement contrôlée, les objets deviennent menaçants sans cesser d'être beaux, et les moments de légèreté ne servent jamais seulement à relâcher la pression. Ils participent à la logique du piège. On peut discuter chaque choix de scénario, mais on ne peut pas confondre Blink Twice avec un thriller anonyme. Dans le parcours de Channing Tatum, Slater est également un contre-emploi marquant. L'acteur s'appuie sur une présence souvent associée à la sympathie, à l'humour ou au charme physique pour donner au personnage une douceur initiale crédible. Quand ce masque tombe, le retournement fonctionne parce qu'il ne repose pas seulement sur une révélation d'écriture. Il utilise la confiance que l'image d'une star peut susciter chez le public. Le film fait de cette confiance une matière dramatique, tout comme il fait de la célébrité une arme dans les mains de Slater. Naomi Ackie, de son côté, maintient Frida dans une zone rare pour une héroïne de genre. Elle est vulnérable sans être passive, ambitieuse sans être réduite à l'opportunisme, blessée sans devenir transparente. Sa performance donne à la conclusion toute sa force. Lorsque Frida occupe enfin le centre d'un gala, on n'y voit pas seulement une métamorphose extérieure. On sent le poids de toutes les versions d'elle-même qui ont été effacées pour permettre à cette femme d'arriver là. Le dernier vrai frisson de Blink Twice ne vient donc pas seulement de l'idée qu'un homme oublié de lui-même est assis à côté de sa victime. Il vient de la question silencieuse que pose Frida au monde autour d'elle. Qui la regarde maintenant? Qui connaît l'histoire réelle? Et si personne ne la connaît, est-ce que son pouvoir suffit à faire justice? Ou est-ce seulement une nouvelle manière de survivre à ce qui ne devrait jamais être oublié? Alors demeure cette image, plus trouble qu'un triomphe. Frida avance parmi les invités, parfaitement à sa place dans un monde qui lui refusait autrefois jusqu'au droit d'être remarqué. À son bras, Slater sourit sans savoir ce qu'il a perdu. Il reste des fleurs, des verres, des photographes et des conversations élégantes. Il reste aussi une mémoire que personne dans la salle ne partage vraiment. Frida la porte seule, avec les souvenirs de Jess, de Sarah, de Camilla, de Heather, de la femme qui avait reconnu les lapins rouges. Elle a appris que le pouvoir peut faire taire, acheter, séduire
et effacer. Elle a aussi appris qu'un détail conservé quelque part peut fissurer l'empire le plus soigneusement organisé. Le film s'arrête là, au moment où le regard de Frida garde toutes ses contradictions sans les résoudre. Ni innocente, ni apaisée, ni vaincue, elle tient enfin les clés d'une histoire qui lui avait été volée. Et le malaise reste avec nous, parce que l'on comprend que le vrai danger n'était jamais l'île seule. C'était la facilité avec laquelle un système entier pouvait appeler cela des vacances, puis attendre que tout le monde oublie. Dans ce dernier silence, le titre prend son sens le plus simple et le plus sévère. Face aux images agréables, aux excuses bien éclairées et aux récits trop faciles, il ne suffit pas de regarder une seconde. Il faut regarder encore, relier les détails, croire ce qui dérange, et refuser que la beauté du décor devienne une raison d'oublier celles et ceux que le décor a cherché à effacer. Dans le noir. Et cette question continue de respirer après la dernière image, longtemps encore.